Moi, autour de moi, j'ai vécu dans une famille où mon grand-père et ma grand-mère étaient des gens tellement ouverts sur l'extérieur. Une grand-mère kanak, un grand-père kanak, métis parce que son papa à lui blanc. Il était aussi la voix de ma grand-mère. Et je crois qu'il était pour l'émancipation des femmes. Et bon, mon grand-père est né en 1903 quand même, hein. Donc à l'époque, ça devait pas être si simple d'être pour l'émancipation des femmes. Du coup là, ma grand-mère, eh ben, elle a souhaité être cuisinière et elle a été cuisinière. Et donc elle avait un travail, elle avait un salaire et c'était, oui, c'était une liberté, c'était une forme de liberté. Mais toujours quand même derrière mon grand-père, hein. Ma grand-mère n'a pas fait d'excentricité, non, non, non. L'image des femmes autour de moi, c'était cette image-là. Des femmes qui étaient libres déjà de faire un peu ce qu'elles voulaient, de choisir les hommes, les compagnons qu'elles ont eus, leurs maris, d'avoir des vies, elles ont travaillé. Alors ce que j'ai dans les mains, c'est une carte de travail qui a été délivrée par l'Office de la main-d'œuvre. Tu imagines la carte de travail en 1962 pour une jeune femme, kanak, qui n'était pas mariée, donc hein, là c'est le nom de jeune fille de ma maman, et pour être secrétaire dans un endroit, il fallait ça. Dans ma vie de femme ensuite, j'ai rencontré, oui, des collègues de travail ou des femmes autour de moi qui n'avaient pas les mêmes possibilités de liberté que moi, parce qu'elles étaient contraintes. Et c'est assez choquant quand toi-même, tu vis pas ça. Toi tu es libre. Et c'est aussi parce que tu travailles, que tu es indépendante, que tu as passé ton permis de conduire. C'est bête, hein, le permis de conduire, c'est une grande liberté. Tu passes ton permis de conduire, tu n'as pas un mari qui va être obligé de t'emmener au travail. Tu travailles, tu as ton compte à la banque, tu gères ton compte. Tu fais tes enfants, ben, tu leur achètes ce que tu veux avec ton argent. S'il y a un compte commun, ben, tant mieux. Si c'est chacun son compte, ben, tu gères, tu apprends comme ça. Voilà. Ça a été un peu compliqué d'en discuter avec les femmes autour de moi. Parce qu'elles ne voulaient pas discuter de ça. C'est comme si elles étaient sous emprise, mais une emprise culturelle aussi. Juste l'emprise du mari. C'est l'emprise de toute la famille, de tous les gens autour d'elle, d'un système de convention comme ça entre les gens. Et même à l'époque du lycée, les copines qui se mettaient en pantalon, elles se mettaient en pantalon un peu cachés. Et puis après, quand on rentrait à la maison, elles remettaient les robes. Les filles qui le faisaient, c'était une façon aussi d'affirmer qu'elles étaient capables de faire ça. C'était aussi lutter un peu contre un interdit moral. Et puis c'était montrer qu'elles pouvaient, elles aussi, si elles avaient envie, se maquiller, si elles avaient envie, se détacher les cheveux, se mettre en maillot de bain. Il y avait beaucoup de filles qui ne venaient pas à la piscine, par exemple, parce qu'elles n'osaient pas se mettre en maillot de bain, ou elles n'avaient pas le droit de se mettre en maillot de bain. Et même nous, hein, on se baignait à la mer, les cousins-cousines à Nouville, parce que j'ai vécu pratiquement toute mon enfance à Nouville, c'était encore une île, mais on se baignait pas en maillot de bain, on était short, t-shirt dans l'eau, quoi. Aujourd'hui, moi, je vois des jeunes filles en maillot de bain, tranquilles, sur la plage, aucun complexe. Les jeunes filles, aujourd'hui, elles assument hein, leur corps, leur identité, leur classe sociale, leur ethnie. Enfin, je trouve, moi, qu'il y a beaucoup plus de liberté, d'ouverture dans la tête, dans leur tête. Et ça, c'est bien. Moi, en tant que fille, je ne suis jamais allée au restaurant le soir ou en boîte de nuit quand j'avais 18 ans, seule. On y allait en bande, avec les cousins et cousines. Et c'était eux qui servaient un peu de chaperons, qui regardaient un petit peu, qui vérifiaient. On s'amusait, on rigolait, on dansait. Et puis lorsqu'ils disaient, ben, on s'en va, on s'en allait. On n'insistait pas, voilà. On ne faisait pas les malignes non plus. À mon époque, à moi, c'était l'école ouverte à tous, c'était l'école mixte. Il n'y a pas eu de blocage quelconque, d'interdit quelconque. En revanche, ma maman, elle est née en 1940
donc la fin du régime de l'indigénat en 1947, donc la liberté de circuler pour les Kanaks à cette époque-là. Et je sais que ses grands frères et sœurs n'ont pas eu accès au lycée, contrairement à elle, puisque au fur et à mesure de sa vie, son adolescence, les portes sont ouvertes. Elle a eu droit au collège, puis elle a eu droit au lycée. Ma mère est allée jusqu'en terminale. Elle a raté son bac, mais elle est allée jusqu'en terminale. Et après, elle a pu travailler. Ça s'est ouvert comme ça. Un autre paramètre qui était aussi important, c'était le choix des études. Qu'est-ce qu'on avait envie de faire, en fait, en tant que femme ? Et même dans des terminales où il y avait des gens qui réfléchissaient beaucoup, où on nous donnait des cours aussi pour... il y avait beaucoup de femmes qui disaient on va être secrétaire, ou on va être aide infirmière, aide maternelle, enseignante. C'était waouh, c'était déjà un statut. Aller à l'école normale, c'était déjà un haut statut pour les filles. Si on avait dit à l'époque, en 1980, si on avait dit à une fille « tu vas partir, tu vas faire des études pour être ingénieur des mines », ou « tu vas conduire des camions, les énormes camions qui sont... » ou « tu vas conduire des bateaux », ou « tu vas devenir pilote d'avion ». Mais les filles, elles auraient fait « waouh, quoi, ça va pas, non ?» Elles auraient dit « mais jamais que je ne vais pas faire ça. Ça, c'est un travail pour les hommes. » Donc il y avait déjà, je pense, il y avait cette restriction de la part des femmes. Il y avait des métiers pour les hommes et il y avait des métiers pour les femmes. C'était pas encore vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez les filles. C'est pareil pour tout le monde. Non, non, il n'y avait pas encore ça. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles savent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, qu'elles peuvent faire tous les métiers du monde. Ça ne tient qu'à elles, si elles ont envie de le faire, si elles pensent qu'elles ont les compétences de le faire, si elles veulent devenir conducteurs d'engins sur les routes, elles le font. Et ça, c'est quand même formidable. C'est un grand pas, des grands pas en avant. Et je vois que le regard, il y a moins de jugement. Là où il y a une déconsidération, c'est lorsque tu élèves tes enfants seuls. C'est ce qui m'est arrivé. Et là, le travail est 2 fois plus difficile. Et là, le travail de considération est 2 fois plus difficile aussi. Parce que tu es une femme seule. Ce n'est pas un jugement assumé non plus. Mais si tu arrivais le lundi avec des grosses cernes, eh bien, on te disait, dis donc, t'as fait la rumba ce week-end. Or, non. Ce week-end, tu t'es juste occupée t'as fait ton rôle de maman. Parce que toute la semaine, tu ne peux pas vraiment le faire parce que tu fais ton rôle d'instit. Et tu travailles le soir, et tu gères aussi les devoirs de tes enfants, et tu gères tout, la maladie, les petits bobos. Puis après, quand elles deviennent adolescentes, les questions, les histoires d'adolescentes. Et tout ça, c'est compliqué quand tu es seule, et quand tu travailles, et quand tu assumes ça. Ma fille aînée est née en 86, donc on en avait discuté. De ça, de l'IVG, du droit. Et les questionnements, c'était surtout, mais avec les moyens de contraception, comment les femmes, elles peuvent être encore enceintes si elles n'en ont pas envie? Et c'est pas si simple de répondre à ces interrogations-là. C'est pas simple aussi de se dire, peut-être que les femmes, au moment où elles apprennent qu'elles sont enceintes, il s'est passé des choses dans leur vie, elles n'en ont plus envie de cet enfant. Peut-être que aussi c'est un enfant qui est là à cause de violences. Je considère la personne, l'individu, la femme, elle choisit, elle a le droit aujourd'hui, elle choisit son choix, point barre. Elle n'a pas d'argument à donner, on n'a pas d'argument à lui trouver, c'est un droit. Et les femmes, elles se sont battues pour ça, c'est un droit, basta, voilà, c'est notre droit. Et il faut que les hommes, ils comprennent aussi que c'est pas parce qu'on a ce droit-là qu'ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent avec nous, puisqu'après tout, on a ce droit. Mais la loi, ça ne fait pas tout. Il faut que la loi soit faite par les gens. Il faut que les gens ils décident de la loi. Et je crois que le combat de Simone Veil, il était de là aussi. Elle partait des gens. Et c'est comme ça qu'elle a gagné, en fait, cette loi. Mais après, regarde, ça a été dépénalisé chez nous en 2000. La loi, elle date de 74, 75. C'est long quand même, la mentalité.
Dans ma famille, à moi, l'avortement, c'est pas tabou. J'ai élevé mes enfants dans ce mode-là, qu'elles étaient des femmes, qu'elles étaient fortes, qu'elles pouvaient se débrouiller seules dans la vie. Si elles étaient accompagnées, ben, tant mieux. Et elles savent qu'elles ont des droits, et elles savent qu'au niveau du travail, notamment, elles ne se laissent pas faire. Mon message aujourd'hui, il n'est pas pour les jeunes filles, il est pour les jeunes hommes et pour les garçons de notre société. Parce que le grand combat d'ici, du pays, il s'oriente contre le féminicide. C'est le grand combat. Et les hommes d'aujourd'hui, ici dans notre pays, ils en sont arrivés à tuer des femmes en leur tapant dessus, eh bien c'est parce que ces hommes-là, ils n'ont pas été bien éduqués, formatés, on ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas dit le respect qu'ils doivent à l'autre et à leur femme en particulier. On les a laissés s'imbiber d'alcool ou autre, enfin d'autres substances. Et les femmes aussi, elles sont imbibées aussi de toutes ces substances-là. Moi, je pense que le combat d'aujourd'hui, il est celui-là, sur comment on apprend à nos petits garçons, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, comment on leur apprend que la petite fille en face d'eux, ou la jeune fille, plus tard, leur femme, ils doivent la respecter. Elle mérite le respect. Comment on fait? Et ça, ces interrogations-là, on les a. Moi, j'en discute avec mes enfants, j'en discute avec mes nièces, et j'ai l'impression que culturellement, on a du mal, parce qu'il y a une espèce de machisme, par exemple ici, dans notre pays, là, et en Océanie, le garçon quand même, il se doit d'être fort, il est fort. Et il pleure pas, il faut pas qu'il se plaigne, il faut qu'il boive un coup à 14-15 ans, là, parce que s'il boit pas, ben, on lui dit, mais tu bois pas, t'es pédé ou quoi? Et ça, là, cette injonction-là, moi j'aime pas ça, là, cet univers-là, dans lequel on laisse nos enfants, on fait pas trop attention à ça, on laisse nos petits garçons là-dedans. La bagarre, l'alcool, et puis la maltraitance avec les filles. Et les filles, ben, faut qu'elles se défendent. Or, voilà, on ne doit pas apprendre à se défendre. On doit apprendre à vivre avec l'autre de n'importe quelle ethnie et de n'importe quel genre. Voilà. Je crois que c'est ça le combat d'aujourd'hui.